Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Heureux de vous retrouver pour cette première émission de février 2015. À l'entame de celle-ci, nous vous proposons de suivre une conférence présentée par le docteur Decio Iandoli lors du 7e congrès de médecine et spiritualité de Lyon, le dimanche 19 octobre 2014, sur le thème « Le docteur en tant qu'être humain ». La traduction simultanée était assurée par notre frère Charles Kempf, secrétaire général du Conseil Spirit International. Pour information, le DVD du 7e congrès francophone de médecine et spiritualité de Lyon est d'ores et déjà disponible sur commande via le site http://congrès.lmsf.org. Cette 194e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct à l'adresse courriel de contact sur notre site internet radiokardec@gmail.com. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne écoute. Tous pour cette invitation, pour cette occasion. Je voudrais vous demander 15 secondes, après avoir entendu tous mes collègues, il faut que je parle de quelque chose très rapidement, d'un domaine qui n'est pas de mon domaine. Je me rappelle de quelque chose ici, de quelque chose qui s'est passé quand un journaliste qui a été interrogé qui a interrogé Louis Armstrong aux États-Unis, il lui a demandé comment est-ce qu'il définirait la dièse. Il lui a répondu que s'il avait besoin d'une définition, il ne serait pas capable de savoir ce qu'est une dièse. Et je pense que la spiritualité, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et moi et mes collègues, on cherche cette définition parce qu'on veut produire la spiritualité dans la science. Et en même temps, je me rends compte qu'on ne comprendra que ce qu'est la spiritualité, ceux qui sont déjà capables de la sentir. Dans mes pensées, dans mes aventures, en cherchant cette recherche, cette réponse, et principalement dans la définition qui pour moi est très claire, dans la différence qui est très claire entre la religion et la spiritualité, je suis arrivé à la conclusion que la religion, c'est moi avec les autres. La foi, c'est moi avec moi-même. Et la spiritualité, c'est moi avec la cause première et l'origine de toutes les choses, à laquelle que nous appelons Dieu. Cela dit, je vais démarrer mon thème. Je vais commencer par un petit voyage, par l'histoire de la médecine. L'histoire de la médecine occidentale commence avec cet homme, Hippocrate, qui a établi une école de médecine à l'île de Kos. Et la grande différence d'Hippocrate, c'est qu'il faisait la médecine mélangée avec de la philosophie, en même temps que de la philosophie. Lui et Socrate se promenaient longtemps pour discuter de philosophie et de médecine. Et ainsi, il a inclus de façon très consistante la question méthodologique, logique, rationnelle et donc scientifique à la médecine. Hippocrate
disait que la santé et le bien-être des personnes est dans plusieurs dimensions, pas seulement la dimension biologique, psychologique, sociale, mais aussi la dimension spirituelle et la dimension écologique, qui est l'un des aspects prédominants aujourd'hui sur notre planète et certainement fait aussi partie de notre constitution que nous appelons de santé. C'est Hippocrate qui a fondé la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. Entre tout ce qu'il disait et qui marque la manière dont il pensait la médecine et la santé de l'homme, l'une d'elles est que ce qui devient malade n'est pas l'organe, mais la personne comme un tout. Et nous nous sommes un peu perdus sur ce chemin. Souvent, nous oublions que c'est la personne qui tombe malade, parce qu'il n'existe pas de maladie, il n'existe que des malades. Il a soigné le roi de la Macédoine qui était malade grâce à de longues conversations et il a eu de très bons résultats. Après Hippocrate, il y a eu un grand intervalle, parce que quand Hippocrate est mort, aucun de ses disciples ne pouvait atteindre ses connaissances et la perception qu'il avait de l'humanité et de la santé. Pour cela, les techniques et les pensées d'Hippocrate se sont perdus avec le temps, jusqu'à ce qu'est venu Claude Galen, un grand enthousiaste d'Hippocrate, mais aussi un grand enthousiaste de lui-même, arrogant. Il a dit une fois qu'il avait déjà écrit tout ce qui pouvait être écrit sur la médecine. Et Galen a écrit plusieurs livres, plusieurs traités, a établi une médecine qui est restée comme étant la médecine orthodoxe ou la médecine courante pendant plus de 2500 ans. C'est une médecine empirique où on faisait des sangsues, des saignées. Et la médecine est rentrée dans cet ostracisme de Galen pendant 2500 ans. Ceux qui ont réintroduit la médecine dans la science, celui qui l'a fait, c'est d'abord Paracelse, qui a brûlé les livres de Galen comme une protestation envers cette médecine qui suivait un chemin sur lequel il n'était pas d'accord. Et une des phrases qu'il a dit, c'est une des plus grandes vérités que je vois aujourd'hui dans la médecine, c'est que le caractère du médecin peut agir plus positivement sur le malade que tous les médicaments et les chirurgies possibles. Je dis toujours à mes élèves que s'ils n'apprennent pas à parler, à écouter les malades, ils ne seront jamais de bons médecins. Un grand médecin et poète brésilien qui est mort récemment, Rubem Alves, a dit une fois qu'il y a beaucoup de cours d'oratoire, mais il n'y a pas de cours d'écoutatoire ou d'écoute. Nous parlons toujours, mais nous oublions d'écouter. Ambroise Barré, c'est un autre grand nom de la médecine qui a réintroduit la médecine dans la science. Barré a rompu les enseignements classiques de la médecine galénique, comme pour faire vomir les gens, mettre de l'huile chaude sur des blessures. Et lui croyait par contre que la foi était le meilleur et l'instrument le plus puissant de guérison disponible pour la médecine. Aujourd'hui, les travaux d'études placebo le démontrent. Et Barré disait souvent, j'ai soigné, mais c'est des dieux qui ont guéri. Nous oublions souvent que nous ne travaillons pas pour guérir. Nous agissons pour aider. Mais la guérison, c'est l'attribut du malade et non pas du médecin. Il a observé l'importance de l'antisepsie dans les traitements médicaux. Il a parlé de l'interrelation entre le corps et l'esprit. Que s'est-il passé avec notre médecine? Nos parents, Hippocrate, Paracelse, Barré, qu'est-ce qui s'est
produit avec eux jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que nous nous perdions? Que nous perdions l'attention sur nos véritables objectifs. Beaucoup disent que c'est la technologie. La rupture entre la science et la religion s'est produite parce que la religion ne laissait pas la science progresser, parce qu'elle était accrochée à ses dogmes. Elle a accroché les dogmes au pied de la science. Et cette division a été très utile et nécessaire pour que nous puissions arriver où nous sommes arrivés aujourd'hui. Cette image que nous voyons ici, c'est un tableau qui montre la première chirurgie réalisée sous anesthésie. Vous pouvez imaginer ce qu'était être chirurgien avant ce jour-là. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça voulait dire être patient avant ce jour-là. Le chirurgien était considéré, son CV, c'était son tablier. Plus il était sage, plus il était sale, meilleur il était. Les personnes mouraient d'appendicite, de pneumonie, mouraient de maladies qui aujourd'hui n'en posent aucun problème, où on n'a même plus besoin d'aller chez le médecin. Qui peut accuser la technologie d'avoir porté des préjudices à la médecine? Personne. Aujourd'hui, nous avons les possibilités d'étudier le tube digestif d'un patient en lui faisant avaler une micro-caméra de haute définition et qui envoie donc des ondes, qui enregistre et qu'on peut voir ensuite sur un écran. Ceux qui préfèrent être opérés avec une grande chirurgie ou une coupure dans l'abdomen, aujourd'hui on peut faire la même chirurgie en faisant par laparoscopie des toutes petites incisions, en enlevant l'appendicite, les calculs de vésicules ou enlever des tumeurs malignes dans l'intestin par 3 simples petits trous. Nous ne pensons pas que la technologie soit un problème, mais elle a un effet collatéral qui est le fait que le médecin prenne de la distance par rapport au patient. Et donc, je vais parler de l'origine du stéthoscope. Il n'existe pas. Et le médecin, pour écouter le cœur et le poumon, il avait besoin de mettre son oreille sur le thorax du patient. Et quelquefois, le médecin n'arrivait pas à mettre l'oreille pour écouter le cœur, parce que c'était peut-être une personne obèse avec une grande poitrine, qui avait une pudeur, et ça pouvait être impossible de mettre l'oreille sur son thorax pour écouter le cœur. Et donc il a eu une idée de faire un cône en papier et de mettre son oreille pour ainsi pouvoir écouter le cœur du patient. Et c'est par cette expérience qu'il a développé le stéthoscope, qui est encore aujourd'hui, est l'un des instruments les plus précieux pour le médecin. Ce qui s'est passé, c'est que le toucher et le contact physique a été évité d'une certaine manière ou est devenu inutile. Il y a beaucoup de courants médicaux qui disent que l'examen physique des médecins n'est plus nécessaire. Si avant on avait besoin de toucher le patient pour prendre le pouls, pour écouter son cœur, aujourd'hui je peux faire tout ça sans le toucher. Je peux faire ça même à distance, je peux faire ça même à distance sur Internet. Il suffit que le patient mette les appareils dans une position correcte. Alors, est-ce que c'est un problème? Personnellement, je suis chirurgien, j'ai choisi ce métier avant même de choisir d'être médecin. Je voulais être chirurgien, je ne voulais pas être médecin, parce que je pensais que c'était très bien ouvrir le ventre des patients et les sauver, enlever une tumeur, résoudre un problème d'infection. Je dois vous confesser que j'avais du plaisir à faire certaines chirurgies, à regarder mes mains, mes gants pleins de sang. J'étais peut-être médecin aussi à cette époque, dans une autre vie, et j'ai senti un certain plaisir de pouvoir réaliser les chirurgies de cette manière. Mais heureusement pour les patients, et dans le grand malheur, il y a eu la vidéolaparoscopie, et aujourd'hui, quand je fais une chirurgie, on est dans cette situation. Et je voudrais vous demander, où est le patient?
l'équipe, elle regarde. Qu'est-ce que regarde l'équipe? Le seul qui regarde le patient, c'est l'anesthésiste. Lui aussi a ses moniteurs pour vérifier ce qui se passe. Mais le patient, il est là-dedans, en dessous de toutes ces couvertures, et personne, les médecins ne regardent même plus. Donc l'expérience de toucher que j'avais s'est transformée en un jeu de vidéogame. C'est bon pour le patient, il y a des réponses bien meilleures, mais encore une fois, je termine ma chirurgie, je regarde mes gants et il n'y a aucune tache de sang dessus. Et quand mon patient va au traitement intensif, il est envahi de sons, de cathéters qui sont là pour l'aider, pour lui prolonger sa vie. Mais une chose que j'ai apprise avec un de mes professeurs à la faculté de Santos, à Modificazione, il m'a dit, Décio, quand tu arrives près du patient, il faut établir un contact. D'abord visuel, regarde dans ses yeux. Deuxièmement, le toucher. Prends son pouls. Même si tu ne comptes pas le nombre de battements, le contact physique de toi avec ton patient et le regard, les yeux dans les yeux, il perçoit que tu es là pour lui et par lui et pour lui. Et c'est comme ça que j'ai appris. Souvent, alors, au-delà de tout ça, j'ai l'habitude, je me suis habitué à faire quelque chose de plus, qui est de mettre la main sur la tête du patient. Je fais cela parce que dans mes souvenirs, quand j'étais malade, j'avais envie de vomir, ma mère mettait sa main sur ma tête et cela me confortait beaucoup. Et donc j'ai fait ça aussi avec mes patients. De façon générale, ils aiment bien. Comment est-ce que je vais prendre le pouls ou mettre la main sur la tête de ce patient? Si j'essaye de prendre son pouls, comment est-ce que je vais faire? Donc, la médecine utilise la technologie, elle n'est pas la technologie. Et c'est là qu'il y a la grande erreur que nous commettons. Nous substituons un outil, nous utilisons un outil comme substitut de l'art qu'est la médecine. Si je vais faire une ultrasonographie ou une tomographie, c'est bien, mais ça ne m'empêche pas d'examiner le patient, de le palper, de l'écouter, de le sentir, de percevoir ce qu'il veut dire avec ses mots ou parfois avec son corps. Des attitudes que les médecins apprennent au Brésil avec notre effort de transformation, c'est toujours encore une conduite technique et froide, une distance sans approche spirituelle. Ceux qui parlent d'esprit, c'est la religion, c'est pas le médecin. Et on perçoit souvent dans le mouvement de médecin spirit, et que en rassemblant les deux choses, et en même temps que je suis médecin, je m'autorise à parler de la spiritualité avec mon patient. Il y a beaucoup de mes collègues qui se sont gênés par ça. J'ai l'habitude de dire au Brésil qu'il y a des médecins qui sont spirites et qu'il y a des médecins spirites. Beaucoup de médecins qui vont au centre spirit sont spirites, mais quand ils travaillent, ils séparent l'une chose de l'autre, comme le font les médecins catholiques, les médecins évangéliques, les médecins israélites. En tant que religieux, ils sont une chose. En tant que médecins, ils sont une autre chose. Et ce professionnalisme sourd et muet, principalement face à un patient gravement malade, les patients gravement malades montrent au professionnel de la santé qu'il a perdu. Ils mettent en évidence que malgré toute sa technique, tout son savoir, de sa connaissance, les personnes tombent malades et les personnes meurent. Et comme nous avons été formés pour sauver et guérir la mort et la maladie incurable, c'est un grand problème pour nous. Nous n'apprenons pas à faire face à notre propre mort à cause de notre culture qui évite ce sujet.
Et quand on se forme en tant que médecin, c'est encore pire. Parce qu'en plus de ça, il y a une certaine arrogance, une capacité, une possibilité que je n'ai absolument pas. Il y a la dépersonnalisation du patient, l'exclusion de la personne. Qu'est-ce que ça signifie? On confond la maladie et le malade. Dans notre visite aux hôpitaux universitaires, je vais avec les élèves. Dans le lit numéro 14, il y a une ulcère. Au lit numéro 13, il y a une hernie. Maintenant, là-bas, il y a en fait une personne qui est étendue. Et quand on parle de l'hernie, la personne qui donne son avis, tout le monde est irrité parce qu'on parle de l'hernie. On ne parle pas de la personne, pas de gens qui ont une hernie. C'est une inversion d'objectif. Le nom se transforme en numéro et la personne se transforme en une maladie. Pourquoi cela se produit-il? Si la technologie n'est pas incompatible avec une médecine humaine, humanisée, si l'origine de la médecine occidentale, il y a une vision intégrale de l'être, qui est notre héritage hippocratique, notre grand problème, c'est le paradigme sur lequel nous réalisons notre médecine. Le paradigme matérialiste est le résultat de la scission avec la religion. Il a été très utile et il est toujours, pour beaucoup de formes de recherche, utile. Mais le paradigme matérialiste établit la chose suivante. Nous allons étudier la matière. Le paradigme matérialiste ne dit pas que la spiritualité n'existe pas. Tout simplement, il l'ignore, la spiritualité. Il ignore la spiritualité. L'objectif de l'étude, c'est la matière. Et le paradigme spiritualiste ne nie pas la matière. Le paradigme spiritualiste ne nie pas la matière. Simplement, il admet l'existence de quelque chose en plus de la matière et qu'une certaine forme est liée avec cette matière. Donc la personne ne peut plus être réduite à son corps biologique. Parce que ici, nous allons continuer à faire la médecine que nous faisons. L'homme, c'est une machine, comme si c'était une montre. Et le médecin, c'est le réparateur de la machine. Si vous avez un problème à la pompe à essence de votre car, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, vous allez chez le mécanicien qui changera cette pompe. Si ça prend du temps, vous laissez la voiture et venez la chercher l'autre jour. Mais si vous avez un problème à la valve de votre cœur, vous ne pouvez pas laisser votre cœur là-bas et venir le chercher après. En attendant que le chirurgien fasse son travail, vous continuez à être ce cœur qui fait partie de vous en tant qu'individu. Et ce n'est pas que la valve du cœur qui est mauvaise. Il y a plein d'autres conséquences qui doivent être analysées également. Comme je vous l'ai déjà dit, nous devons prendre conscience que la guérison n'est pas un attribut du médecin, mais c'est un attribut du patient. Celui qui guérit, c'est le patient. Notre tâche est de le conduire et de lui faciliter le chemin pour qu'il puisse trouver sa guérison. Cette négation de l'esprit qui forme la base des matérialistes, et non pas du paradigme. Comme j'ai dit, le paradigme, il fait que ignorer. Ce sont les matérialistes qui, avec la peur de la transformation et des changements, s'opposent au spiritualisme. Ils font le rôle que l'Église elle avait dans le passé, qui a créé ce traumatisme que les scientifiques ont encore aujourd'hui de la religion. Et beaucoup de scientifiques aujourd'hui se comportent de façon similaire en gérant des dogmes scientifiques qui en vérité ne sont que des préjugés. Et cette négation de l'esprit augmente beaucoup notre illusion de pouvoir. Le problème de l'illusion de pouvoir, c'est que toute illusion génère une grande déception. Quand nous trouvons une vérité, quand nous percevons une erreur, nous avons une profonde déception.
Et dans le cas du médecin, cette illusion génère une omnipotence, que moi je suis au-dessus, je vais résoudre le problème de l'autre. L'autre ne sait pas, c'est moi qui sais. Je sais ce qui est mieux pour lui, je sais ce qu'il doit faire, je sais ce qu'il doit faire. Nous ne suggérons pas, nous ordonnons. Et quand ça ne marche pas, la faute c'est toujours du patient, parce que nous appliquons la technique de la manière comme elle devait être appliquée. Le grand problème, c'est quand nous devons faire face à la mort. La mort n'a jamais eu un beau visage. Cette image, c'est du Dieu, c'est d'un Dieu mexicain de la mort. Et pour nous, la mort est toujours sombre, c'est la peur. Pour nous tous, c'est comme ça, les humains. Mais pour le médecin, en plus de tout ça, elle apporte la peur de la souffrance et elle apporte aussi la frustration, la déconvenue. Tous les médecins que je connais sont passés un jour par tout cela. Ils ne se sont pas conformés d'avoir perdu un patient sur la table d'opération. Regardez ce qu'ils disent, j'ai perdu le patient, c'était mon patient. C'est une arrogance et une omnipotence qui se traduit dans notre langage sans même que nous nous en rendions compte. Nous devons faire le meilleur, mais nous devons percevoir que notre meilleur, le meilleur de nous peut ne pas suffire. Et ce que nous jugeons qui est le pire pour le patient, parfois ne l'est pas. Parce que les patients ne sont pas des objets. Ils ne sont pas notre propriété. Ils ne sont pas à notre disposition. Et la famille n'est pas ceux qui viennent pour vous déranger. La famille n'est pas là que pour vous faire un procès à la fin si ça marche mal. Lorsque le patient tombe malade, la famille tombe malade avec lui. Et nous, les médecins, nous devons aussi donner de l'attention à la famille, tout comme nous la donnons à nos patients. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous faisons un diagnostic grave d'une maladie sérieuse, il faut former une équipe. Et l'équipe, c'est les professionnels de santé, le patient et la famille. Si le médecin, je fais le diagnostic et c'est moi qui vais faire le traitement, même si d'autres professionnels de santé vont participer, il faut que je sois le coordinateur, mais je ne serai que le gérant. Le chef de l'équipe, c'est le patient. Il faut toujours que je le consulte, il faut toujours que je parle avec lui avant de prendre toute décision. Et à partir du moment où on prend une décision, nous devons convaincre la famille que c'est là la meilleure sortie, que c'est le meilleur chemin. Souvent, j'ai perdu le contrôle sur le traitement de mes patients parce que j'ai négligé l'influence de la famille. Je n'ai pas donné l'attention nécessaire que j'aurais dû donner à la famille. Cet art de se communiquer, Alessandra en a parlé ce matin, cette capacité de pouvoir voir mon patient comme un prochain qui a besoin de moi, de pouvoir voir la famille comme des personnes qui sont effrayées, qui ont peur, qui ont aussi besoin de mon expérience, parce que mon expérience me fait voir ça tous les jours. Si je fais cela, je vais faire un grand pas pour être un meilleur médecin. N'est-ce pas? Peu importe la classification que je donne à la thérapie que j'applique. Comme on l'a dit le premier jour, 40 secondes suffisent pour établir un contact avec notre patient. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est le regard, le toucher avec compassion qui peut durer de moins de 45 secondes. Si vous accueillez votre patient debout, si vous allez jusqu'à la salle d'attente, si vous le saluez, si vous lui proposez une chaise comme s'il était en train d'entrer dans chez vous, c'est moins de 40%, mais qui crée un pouvoir, ce pouvoir
qui créent cette force d'induction, qui fait de sorte que le même comprimé que je vais lui donner aura un effet beaucoup plus fort que celui du collègue qui n'a pas regardé et qui n'a pas écouté le patient. On discute beaucoup la question du temps. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'espace. Je n'ai pas besoin de minutes. J'ai besoin d'un espace mental pour penser à mon patient comme il l'est, de le regarder comme il l'est. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'espace. La médecine aujourd'hui chemine vers une industrialisation, vers une mercantilisation. Je ne sais pas comment c'est en France, mais au Brésil, les patients vont chez le médecin pour faire un diagnostic. Il l'envoie par un autre, il perd un autre, il l'envoie ensuite chez un autre. C'est tout un montage. Je travaille au Brésil dans une institution publique depuis plus de 15 ans et je sais comment ça se passe. J'étais le chirurgien du lundi de l'hôpital du Tigre. J'arrivais le lundi matin et je voyais le lundi quels étaient les patients que j'allais opérer. Ils avaient une tumeur, une hernie, de la vésicule. Et alors j'allais parler avec les patients. Je devais opérer quelqu'un de 16 ans qui avait une hernie. Et je suis allé voir chez ce gamin. Il n'a pas su me répondre. J'ai regardé son histoire. Il jouait au foot et à la fin du match de foot, il avait mal au bavon. Et donc il était aux urgences. Le médecin a vu un jeune. Après, il avait mal après le foot. Sans l'examiner, il a demandé au chirurgien. Il pensait que c'était une hernie. Il a pris une consultation avec un spécialiste. Il est allé chez le chirurgien. À qui il a remis la lettre du premier médecin et qui lui donnait un diagnostic hernie à droite. Le médecin ne l'a pas examiné non plus et a demandé les examens préopératoires qu'il devait emmener à l'hôpital quand il serait prêt. C'est ce qu'il a fait, il les a emmenés à l'hôpital. Et quand il arrive à l'hôpital, il a été accueilli dans l'ambulatoire pour préparer la chirurgie. Le médecin l'a reçu et il a pris une date pour faire la chirurgie le lundi. Le patient, il est rentré, il a été interné à l'hôpital le dimanche. Il a fait cette internation rapidement, il ne l'a pas examiné non plus. Et après qu'il m'a raconté cette histoire, je lui ai dit de se mettre debout, je l'ai examiné et il n'avait absolument pas d'hernie. Je lui ai demandé s'il avait toujours mal et il me dit que dès qu'il était sorti du premier médecin, la douleur avait disparu. Si je l'avais opéré, je n'aurais pas fait le post-opératoire. Celui qui allait le voir le lendemain, ce serait un autre médecin qui allait le libérer de l'hôpital. Il aurait vu l'examen post-opératoire avec un autre médecin. Et c'est là où on se demande qui est le médecin de ce patient, je ne sais pas le dire. Et le patient encore moins. Le paradigme spirituel change beaucoup cette logique. Parce que l'être humain est plus que son corps biologique. Selon ce paradigme, il introduit des questions philosophiques et morales comme des facteurs de santé ou de maladie. Et là, on revoit Hippocrate qui faisait exactement cela, n'est-ce pas? L'attention principale était centrée sur la personne et non pas sur la maladie. Nous faisons la médecine de la maladie, mais nous devons faire la médecine de la santé. Et nous devons aussi reformuler le concept de guérison, qui est lié directement au concept de santé. Nous ne savons pas ce que signifie être sain. La définition de la santé de l'OMS est en déphasage. Et même en déphasage, elle ne prend pas en compte la médecine que nous faisons aujourd'hui. Parce que pour l'OMS, la santé n'est pas seulement l'absence d'une maladie, mais le bien-être bio-physico-social. Il n'y a pas le spirituel, l'écologique. Et même avec ça, on ne fait pas cette médecine. Nous ne faisons qu'une médecine biologique. Point final.
Cette santé, qui est déjà une utopie, à mon avis, elle est encore incomplète, parce que je connais des personnes qui ont des problèmes de santé biologique et qui sont beaucoup plus saines que d'autres qui n'ont rien, selon le diagnostic médical. Qu'est-ce que ça veut dire être sain? Qu'est-ce que signifie le bien-être? On en a parlé ici. La guérison biologique n'est pas nécessairement la guérison du patient. Quand nous prenons soin de nos patients, nous ne nous en rendons pas compte. Nous devons défragmenter le malade. Comme disait Marlène, le patient est écartelé, le cœur va au cardiologiste, l'estomac va au... Et s'il n'a rien, il va chez le psychiatre. Le genou va chez l'orthopédiste. Le psychiatre, c'est celui qui ne traite rien. Les patients qui vont le chercher, ils n'ont rien. Qui vont le voir, ils n'ont rien. Ou alors, si le psychiatre ne voit non plus aucun trouble psychique, il va chez le psychologue. Et le psychologue, il ne traite rien chez les personnes qui n'ont rien. Et ça, c'est la médecine que nous faisons aujourd'hui. C'est comme ça que les choses se produisent. Mais c'est comme ça aussi. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut que ça continue? Est-ce qu'il faut qu'on continue à traiter des maladies et pas les malades? On ne va pas donner des valeurs aux aspects moraux, aux aspects spirituels de nos patients. Est-ce qu'on va continuer à être aveugle devant tout ça et feindre que nous sommes meilleurs? Le patient rentre dans notre cabinet et sort de la même façon. Il y a un travail qui a été fait au Brésil dans la plus grande service des urgences dans l'hôpital des cliniques à São Paulo. Recherche quel est l'item le plus fréquent qu'on trouve dans les poubelles de cet hôpital. C'était des ordonnances. Il rentrait, le médecin ne l'a pas regardé, il a prescrit il a fait une ordonnance. En fait, c'était déjà sur la table, c'était celle d'une autre. Il a pris la recette, il a tourné le dos, il l'a remis dans la poubelle. Combien de fois est-ce qu'on fait une consultation, ce que j'appelle une consultation thérapeutique? Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour écouter. Le patient, des fois, il vient, il parle pendant 30 minutes de sa vie, il pleure, il rit. Et la seule chose que je fais, c'est de l'écouter. Juste faire un signe de la tête, il parle tellement vite parce qu'il sait qu'il va devoir partir rapidement, que des fois, je suis inquiet parce qu'il s'arrête des fois pour inspirer, pour respirer. Il continue, et à la fin de la consultation, il est tellement soulagé que souvent il disait, docteur, uniquement le fait d'avoir pu venir ici, je me sens déjà beaucoup mieux. Ah mais attendez, je vais vous donner une ordonnance, j'avais presque oublié. Et vous donnez le même médicament qu'il prenait déjà, mais le vôtre il fonctionne. Parce que votre médicament n'était pas la drogue qu'il allait ingérer. Votre médicament, c'est la force positive que lui avez donnée. C'est le message que vous lui avez donné de dire je suis là pour vous, par vous et pour vous. Et il va sortir en croyant cela. Ce que vous lui dites va se transformer en loi et aura un pouvoir thérapeutique fantastique. Le médecin devrait déjà le savoir parce que ça fait partie de notre pratique quotidienne. Est-ce qu'il nous faut... Est-ce que la science doit se spiritualiser, comme a posé la question Alexandra? Est-ce qu'un athée ne peut pas faire une bonne médecine? Non. L'essentiel, c'est d'être là par et pour le patient. Et en faisant ça, on va faire un effort pour le comprendre. Et donc, automatiquement, on se spiritualise. À partir du moment que j'ai une définition de ce que c'est que la spiritualité, quand elle se produit dans ma vie, je la reconnaîtrai. Quand je sens cela, je le perçois. Et je vais le percevoir. Je suis d'accord avec le docteur Alexandra. Si je ne voudrais pas prendre soin des autres, je n'aurais pas fait de la médecine. L'argent qu'on dépense pour se former, pour se maintenir à jour, est supérieur
que pour beaucoup d'autres professions. E o retorno Et le financeiro, retour ele financier, para a maioria pour la esmagadora, majorité, não la é grande majorité des retorno médecins, financeiro abundante. n'est pas un retour financier Então, abondant. se você está lá, é Si porque vous você êtes se là, sente bem. c'est parce que vous vous Se sentez você está bien. lá e se sente bem ajudando os Et outros, si, é porque você si tem vous sentez que vous aidez les autres, c'est parce que vous avez une spiritualité. Mais vous savez juste ne pas lui Então, donner le aceitar a nom. noção intrínseca que todos nós temos de Accepter Deus, porque nós temos uma necessidade teórica intrinsèquement de ter uma la causa nécessité para de os Dieu. efeitos que nós Il nous faut donc E une Deus théorie pour pouvoir expliquer é les causa effets que nous primária voyons. de origem. Et Dieu, c'est la cause Ele primaire, não é um velhinho de barco. la cause première de toutes les choses. C'est pas un petit vieux assis sur une chaise sur un nuage qui regarde si on fait les choses bien ou mal pour nous punir. Ça, c'est des histoires É a nossa infantilidade. de notre infantilité, des histoires de dormir debout. C'est un héritage primitif, mystique, De um Deus antropomórfico, d'un que Dieu absolutamente só anthropomorphique existe em nossas cabeças. qui n'existe que Talvez dans nos seja têtes. esse Et Deus peut-être c'est ce que os Dieu materialistas estão que les falando. dont Não les é esse o matérialistes meu Deus. parlent. Mais ce n'est pas mon Meu Dieu. Deus não é Mon um Dieu ser. n'est pas un Para être. mim, por enquanto, Pour dentro moi, das pour minhas l'instant, possibilidades, selon mes possibilités, c'est un é a concept. causa primária. C'est la de cause origem. première de toutes O les dia que eu choses. souber tudo, Le o jour dia que eu souber todas où je as saurai leis, connaîtrai toutes les lois de la nature, comment nesse fonctionne dia eu l'univers, estarei frente a frente. ce jour-là, je serai face Com à face avec certeza, Dieu. ele não vai ter Et olhos, certainement, nem nariz, Il nem n'aura cabelo. pas Dieu, il n'aura pas de Et il nez, ne va il n'aura parler pas de avec tête, ma bouche. et il ne parlera Parce qu'il déjà pas parle avec moi avec par moi. la bouche, parce qu'il parle déjà Nós avec moi precisamos par d'autres manières. parar de brigar Nous com devons Deus. arrêter de nous disputer avec Dieu, Ele é nosso Pai, parce que c'est notre não Père, na figura non antropomórfica. pas dans une Ele é figure nosso Pai anthropomorphique, na figura da mais origem. dans da causa. l'origine, dans la cause E première. afastando os dogmas Et religiosos, en écartant a les gente dogmes consegue religieux, focar melhor on arrive a à nosso, mieux o nosso objetivo. comprendre, A gente não avoir está aqui para suivre notre mystificar a objectif. medicina. Nous ne sommes Nós pas ici estamos pour aqui para mystifier la médecine. desmistificar a Nous sommes ici pour espiritualidade démythifier para os la médecine et la spiritualité pour les médecins. Porque Parce eles qu'ils en ont acham que se eles acreditarem em Deus, eles ils não vão pensent ser que bons s'ils vont médicos. croire en Dieu, ils ne seront plus de Et bons médecins. exactement Et c'est le contraire. exactement le contraire qui se Ou a gente produit. enfrenta essa realidade, Beaucoup de gens Nós, font face à apesar de cette médicos, réalité que antes de nous, sermos médicos, bien somos qu'être seres médecins, humanos, avant d'être com as médecins, nous mesmas sommes des êtres humains necessidades, avec les as mêmes besoins, mesmas possibilidades les do mêmes outro. ressources que les autres. E enquanto nós não Et resolvemos tant que esse nous ne dilema résolvons pas ce filosófico dilemme que philosophique nós enfrentamos, auquel que nous é ter faisons que face, aceitar a morte, d'accepter la e é mort, exatamente a morte que et c'est combatemos. justement la mort que nous combattons. Enquanto nós não Tant perguntarmos que para nós nous ne mesmos nous demandons quem pas à somos, nous-mêmes de qui onde sommes-nous, viemos, d'où para onde venons-nous, d'où venons-nous, de qui uma sommes-nous, maneira honesta, d'une façon honnête, você com você mesmo, a vous fé. avec vous-même, Então nós selon la não foi, vamos conseguir eh ben, dar tant passo à tout ça, nous n'arriverons pas à donner un pas Quando en nós avant par rapport au tentarmos abordar a matérialisme. espiritualidade Et com quand nous nossos tentons pacientes, d'aborder la vamos spiritualité fazer avec nos errado. patients, nous le A ferons fé, d'une façon ela só erronée. existe La fé n'existe segura e que forte se for sûre et construída forte em si elle est base de construite lógica sur des e bases razão. logiques et rationnelles. A fé que é La fé emprestada do outro acaba. Qu'on emprunte à quelqu'un d'autre, elle se termine, elle est Eu volatile, elle preciso s'use. construir a Il minha faut que je fé construise dentro do ma meu foi coração. dans mon cœur. A minha mente tem que acreditar que aquilo é verdade. Mon esprit doit Si eu croire que acreditar, cela c'est une vérité. testando Et si je todos le os crois, dias com a en minha testant razão tous e a les minha jours lógica, avec ma e ela logique et for ma raison, comprovada et que no cela meu prouve cotidiano, dans mon, então se eu vou prouve dans mon ser quotidien, crente. alors je serai croyant par rapport Porque à eu vou cela. acreditar na Parce que je realidade croirai que eu dans la vejo, réalité que je que eu vois experimento, et que que eu j'expérimente provo todos et os que je teste tous les jours. E quando eu tiver que aceitar o que o outro Tant me que je diz, dois accepter ce que l'autre me dit, eu não vou conseguir je ter fé. n'arriverai pas à avoir la foi. A fé La não é foi acreditar naquilo que N'est não pas se tem prova. croire en A ce fé é ter sur quoi nous certeza n'avons pas de que eu preuve. acredito naquilo La foi, que c'est être sûr que je crois en quelque chose parce que j'en ai eu la unir a preuve. ciência com a Unir la espiritualidade science avec não la é spiritualité absurdo. n'est pas O absurde. absurdo é a L'absurde, gente achar, c'est de como Descartes penser, nos ensinou, comme diante de Descartes algo nous l'a muito enseigné, complexo, vamos dividir em partes. Quand on a quelque chose de Estudar complexe, cada on va parte. le séparer en parties, on va étudier les parties, on va du plus simple au plus complexe. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ça? Rien du tout. O método cartesiano nos La trouxe onde méthode estamos hoje e cartésienne ainda vai nos nous a levar muito menés là mais où on est longe. aujourd'hui, elle va encore nous mener bien Mas loin. Descartes nunca Mais disse Descartes n'a jamais que dit não era para juntar as partes. qu'il ne fallait pas Ele rejoindre nunca de nouveau, disse joindre que de nouveau todo les era a parties soma après. das partes, porque Il não n'a é. jamais dit que Quando eu le faço um tout n'est pas experimento la somme des parties. quando eu pego alguma coisa Quand no je prends quelque laboratório, chose eu dans le sei laboratoire, que o que eu estou je sais observando que ce que ali j'observe não é a mesma n'est coisa que pas eu la vou même observar chose
quando que aquele je vais fenômeno observer for colocado em outro lorsque contexto. ce phénomène il est placé dans un autre contexte. Porque as Parce partes que agem e les interagem, parties agissent et interagissent, e agissent elas et réagissent, modificam a sua forma de et se elles comportar. modifient les formes, les manières de se Então comporter. isso anula o estudo Et experimental? cela De jeito nenhum. n'annule absolument pas A l'étude gente tem que ir do expérimentale. mais simples para o Nous mais devons aller complexo. du plus simple au plus Foi assim que ele nos complexe. ensinou. C'est ce que Nós Descartes nous a separamos, enseigné. crescemos. Nous- Agora é a hora de unir de novo. Nous avons Esse séparé, nous é o avons, novo paradigma. il y É a um eu la croissance et paradigma maintenant il faut nous unir de nouveau. Et c'est ça le nouveau paradigme, le paradigme spiritualiste, le nouveau chemin. Valorizar os aspectos psicológicos, Valoriser les aspects dar psychologiques et conforto spirituels, independentemente da possibilidade de cura, euh, aceitar a morte como parte aider da les vida, personnes indépendamment de la guérison, accepter la mort comme une partie de la vie, accepter nos limites sans s'abstenir de l'aide possible. São essas as metas que eu acho que nós temos que Et ce buscar. sont donc les buts que nous devons Saber que eu sou chercher. limitado, mas nem por Savoir isso que me nous sommes limitar limités, diante das minhas possibilidades. mais sans pour autant être Aceitar limités a morte dans notre possibilité. como parte Accepter da la vida, mort mas não me comme partie de entregar la a vie, ela, mais ne pas m'y soumettre, entendê-la, mais la para que eu comprendre, possa, afin que je puisse sabendo eu aceitar a minha própria morte, savoir ajudar moi-même o meu accepter ma paciente propre no mort, momento que ele que está je puisse chegando perto. aider mon patient quand il arrive près de la mort. Docteur Elisabeth Kubler-Ross nous a montré ça de façon très claire. Donc, comme ça nous a été montré hier, et de façon définitive, il faut percevoir que bien avant que les maladies physiques apparaissent, elles apparaissent dans mon esprit et dans mon psychologique. Et lorsque nous examinons ces dimensions, nous faisons beaucoup plus de la prévention que à proprement parler un traitement. Nous faisons plus la médecine de la santé et moins la médecine de la maladie. La relation médecin et patient n'existe qu'avec la confiance, qui n'existe qu'avec l'honnêteté. Je dis toujours à mes patients, au Brésil, il y a une culture de ne pas dire la vérité. Mais j'appelle ça le complot du silence. Le patient a un cancer et personne ne veut lui dire. Mais il va en oncologie faire de la radiothérapie. Il est là-bas avec plein de gens qui ont plus de cheveux, il fait de la chimiothérapie, il regarde ses membres de la famille, et les membres de la famille font un sourire narquois et disent non, non, c'est... Le patient, en fait, il se trouve isolé, seul, parce que personne n'a le courage de lui parler de ce sujet. Le médecin ne doit pas faire ça, parce qu'à partir du moment qu'il a menti à son patient, il a perdu la confiance. Je ne connais aucune relation humaine qui survit au manque d'honnêteté. L'établissement des responsabilités, ce qui me revient et ce qui vous revient, ce que je dois faire, mon rôle en tant que médecin et quel ton rôle en tant que patient. Je vais te montrer ce que tu as, je vais te montrer la partie technique que tu ne sais pas, mais celui qui va décider de ta vie, c'est toi. Il y a donc une complicité qu'il faut former. J'ai appris qu'on ne peut pas s'impliquer trop avec son patient parce que sinon il va souffrir quand il va mourir. Et ensuite, en fonction du vécu de la pratique médicale, je me suis rendu compte que c'est la plus grande mensonge qu'on m'a raconté à l'université. Parce que quand le patient mourait, j'avais la frustration qu'il était mort et d'avoir rien pu faire pour lui. Et par contre, quand je ne suis plus impliqué avec mes patients, que je me suis permis de les aimer, de montrer de l'affection pour eux, ce qui s'est passé, c'est que je restais à côté d'eux jusqu'à la fin, et quand ils mouraient, j'avais une sensation du devoir accompli. Ceux qui ne sont pas spirites ne vont pas le croire. Mais pour moi, c'était extrêmement important. J'ai déjà reçu des messages psychographiques de mes patients qui se sont désincarnés avec moi, en me remerciant parce que je suis resté avec eux, notamment au moment de leur départ. De médiums qui ne savaient pas les noms, rien de ces patients, et donc les preuves d'identité. J'y crois, je l'ai vécu. C'est pour ça que je sais ce que c'est que la spiritualité. Je l'ai vécu, je le sens.
Elle est en Eu não moi. preciso da definição para Je mim. n'ai pas besoin de me Eu donner à quero a moi-même une definição définition. para quem não conseguiu encontrar isso. Il me Porque faut une hoje eu não définition pour ceux consigo qui ver n'ont pas encore medicina compris mais ça. sem isso. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive plus à concevoir la Porque médecine se sans eu ça. não conseguir tirar o tumor Si do j'arrive pas à estômago, retirer sa tumeur de e l'estomac, por isso eu podia me considerar um médico et donc incompetente, je peux me ou eu considérer poderia comme un médecin considerar fracassada a minha incompétent, intervenção sobre ou que ele, mon ele me intervention a escrever échoué. dizendo que a minha presença ao lado Il a dele, écrit que ma no présence à ses chefe-in, côtés, foi le muito jour où il est importante mort, para était ele, extrêmement porque importante trouxe pour lui, segurança parce para que ça lui ele. a apporté une sécurité. Eu percebi que mais do Et que je a me minha suis rendu técnica compte que beaucoup cirúrgica, plus que ma a minha technique de chirurgie, espiritualidade ma spiritualité no a été tratamento extrêmement e na utile condução dans le medical. traitement et dans Como é que é a l'acheminement medicina symptômes. hoje? Comment É est a la médecine aujourd'hui? despersonalização. C'est la É um déspersonnalisation. médico preparado para salvar Le, e curar. le médecin qui veut sauver et A guérir, morte é algo que la mort est une A formação tabou, técnica la formation exclusiva technique est e a exclusive, distância da ainsi que la espiritualidade. distance avec la Como é spiritualité. que Ça, deveria c'est telle qu'elle ser est. Et comment telle qu'elle devrait être selon le paradigme spiritualiste, c'est la personnalisation, confortar réconforter em vez de salvar e au curar. lieu de sauver et de A guérir, morte discutida e não a morte parler de proibida. la mort et pas Uma de formação l'interdit. humanística e não uma Une formação formation técnica humaniste exclusiva. et Isso pas que a Alexandra technique. falou aqui, eu lembro muito bem. Je me rappelle Uma très bien das de ça. primeiras vezes quando eu Les entrei para premières a fois quand je Associação suis Médica arrivé à l'association des médecins Aliás, eu entrei spirites, para a Associação Médica Espírita antes de ser espírita. avant même d'être spirit, Eu fui na primeira reunião j'étais à la da première AME réunion antes de de entrar no centro espírita. l'association des médecins E a spirites primeira avant d'aller vez que eu dans un ouvi centre o Dr. spirit. Et la Marlene première fois que j'ai falar, entendu Dr Marlène ela Nobrey falou parler, assim, elle a dit nós, médicos nous, espíritas, médecins por spirites, defendermos uma défendons postura espiritualista, une position antes, spiritualiste. precisamos Avant ser tout, excelentes nous técnicos. devons être de très bons techniciens. Et c'est exactement ce qu'elle Porque vient de a hora répéter que você ici. defende a Parce ideia, que dès eles que vous vão lá défendez olhar o l'idée, que você ils vont faz. regarder ce que vous faites. As medalhas, Les as médailles, coroas que a les gente couronnes coloca, que l'on met, que são os títulos qui sont les acadêmicos, titres académiques, eles não qualificam ne a gente qualifient pas, ne nous qualifient como pas médicos, en tant que mas eles médecins. qualificam nossa palavra. Mais ils qualifient notre Para a gente parole poder vir no pour público pouvoir e falar alguma coisa aller au e ter pupitre alguém para et dire sentar quelque chose para et ouvir o que a gente vai falar. et qui est quelqu'un pour écouter ce qu'on dit. Então, essa formação Donc, técnica cette é formation necessária, é technique est fundamental, nécessaire, est mas ela fondamentale, não é mais elle n'est pas suficiente. suffisante. Eu preciso de uma Il faut formação aussi une humanista. formation E humaniste. nós que estamos dentro das Et pour nous qui universidades, sommes dans estamos les lutando universités, nous para luttons introduzir essa pour formação introduire cette formation fazer humaniste com que dans os ces nossos universités et faire de sorte alunos que não les sejam élèves apenas bons ne técnicos, soient pas mas que de bons percebam techniciens, mais aonde qu'ils puissent e percevoir como aussi eles vão où et utilizar comment essa ils técnica. vont utiliser Porque cette eles não vão technique. fazer isso em máquina. Ils ne vont pas faire ça sur des machines, sur des objets, ils vont faire ça sur des personnes. E refazer essa ponte Et en entre a refaisant ce ciência pont e a entre la espiritualidade. science et la spiritualité. Por que será que o garotinho está andando com as mãos para trás e a cabeça para frente? Pourquoi que le petit garçon il marche avec les mains en arrière et la tête vers le bas? Est-ce qu'il est déprimé? A mamadeira Déprimé? dele de hoje Il est não dépressif? tinha açúcar. Ou il n'y É avait pas de porque sucre ele dans está son assim, biberon? presente. Non, c'est parce qu'il suit l'exemple de ses parents. Eu acho, como a doutora Marlene Des disse autres. ontem, Comme o Dr movimento Marlène le dit espírita não é um hier, movimento je de massa, pense que é uma minoria le, criativa. le mouvement spirit, c'est pas un mouvement de masse, c'est une minorité Mas a gente créative. tem essa Nous ne responsabilidade. cherchons pas à devenir fameux, mais nous avons Se cette o meu responsabilité aluno d'être un tem choix, une 10, 20 possibilité. professores, Si mon todos élève a estão 10 ou olhando 20 para baixo, professeurs et que para chacun trás. regarde vers le bas avec les Se mains ele en olhar arrière, para mim e eu não s'il me estiver desse regarde jeito, et que je ne suis pas comme eu ça, sou pelo menos uma opção para ele. au moins je Ele serai tem une pelo option menos pour a lui. possibilidade de Il aura au escolher, moins la possibilité coisa de que nós choisir, não tivemos. et ce que nous n'avons pas A eu. nova proposta La nouvelle da medicina proposition antiga de la para médecine uma nova ancienne medicina, vers que une não nouvelle tem médecine vergonha de falar qui dos n'a pas sentimentos, honte de que parler não de tem ses vergonha sentiments, de ser qui n'a pas humanística, honte que d'être não tem humaniste, vergonha de falar qui de n'a Deus, pas de honte de parler de espiritualidade, Dieu et de porque os spiritualité, seres humanos parce que são les assim. êtres humains sont comme ça. E nós somos Et médicos, nous sommes médecins, só podemos ser et nous médicos ne pouvons être porque médecins somos humanos. que parce que nous sommes des humains. Nós estamos seguindo essa Nous suivons proposta de cette trabalho, proposition que é de a travail proposta deste médico qui est celle de ce brasileiro, médecin brésilien que viveu qui a no vécu, Rio de Janeiro, à apesar de Rio. nasceu cearense, il est né au Ceará, il a vécu à Rio entre e que não 1831 et só 1900, falou, et mas qui non que seulement
a parlé, mais il a aussi donné l'exemple. Il a dit que la parole enseigne, mais l'exemple entraîne. De Dr Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, sont quelques personnalités qui ont entraîné grâce à l'exemple qu'ils ont donné et qui n'ont pas fait que parler. Nous, on essaye, on parle, mais eux, ils ont fait et ils nous enseignent, et c'est par ces enseignements que nous cherchons à les suivre. Parce qu'ils sont ceux qui sont devant nous et qui ont une posture différente de la posture habituelle et qui m'attire, non pas parce que c'est différent, mais parce que je pense que c'est celle qui est la plus... Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un moment naturel dans les moments de transition. Les oppositions, les positions contraires, les agressions que nous subissons souvent de façon polie et souvent d'impolie, elles font partie de ce processus de transfert d'un paradigme à l'autre. De grands chercheurs, on sait qu'ils ont été exclus de leurs universités parce qu'ils ont défendu, ils ont professé ce paradigme. Le docteur Stevenson, qui a fait beaucoup de recherches sur la réincarnation en américain, il a dit que la science évolue selon les funérailles. Les grands détenteurs du pouvoir de la science, il faut qu'ils meurent, qu'ils désincarnent afin que de nouveaux puissent surgir. Mais comme Schopenhauer a dit, si dans un premier temps ces idées sont violemment contestées, si dans un premier temps elles sont ridiculisées, dans un second temps elles sont combattues violemment, il y aura forcément un temps où elles seront acceptées comme des vérités évidentes. Et pour beaucoup de personnes c'est déjà comme ça, pour d'autres pas encore. Un philosophe nommé Fleck a dit « Ce qui est connu paraît toujours systématique et probable, applicable et évident pour celui qui le connaît. De même, tout système étranger de connaissance paraît toujours contradictoire, non prouvé, inapplicable et irréel ou mystique. Nous ne sommes pas ici pour parler de mysticisme. Vous avez entendu pendant 2 jours, pendant lesquels sont passés sur ce pupitre des scientifiques, des personnes qui exécutent, qui utilisent une méthodologie scientifique par une étude sérieuse et responsable et qui montrent à la science et à la médecine l'importance de l'abordage spirituel. Nous ne sommes pas ici pour prêcher une religion. La religion a son importance, les communautés ont une influence sur la santé, mais ce qui compte, c'est ce qui est dans nos cœurs, dans nos consciences, parce que c'est à partir de cela qu'on arrive à se lier à la cause première de toute chose, avec ou sans religion. La religion, comme je l'ai dit, c'est comme un marteau. Si je l'utilise pour construire ma maison, il est bon. Si je le mets sur la tête de mon frère, il est mauvais. Les outils sont neutres, ils sont bons ou mauvais selon la manière dont ce qu'on fait avec. Et la religion est un outil, mais la connaissance, la discussion de la connaissance, le développement du savoir génère ce à quoi je crois, qui est la foi. Je dis que je suis spirit parce que ça fait 25 ans, quand j'ai la première fois lu le livre des esprits, j'y ai trouvé une vérité. Et dans ces 25 ans, il n'y a pas un seul jour où j'ai remis ça en question. Il n'y a pas un seul jour où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Et chaque fois que j'entends quelqu'un qui contredit, je lui réponds avec moi-même, en moi-même, parce que Kardec lui-même a dit que le spiritisme ne sera considéré une vérité que s'il peut être confronté à la vérité en permanence. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de la connaissance scientifique parce qu'il révèle des vérités. Et si le spiritisme est la vérité, comme je le crois,
aucune peur à avoir. Desde o momento em que eu tomei Dès que conhecimento j'ai pris dessa connaissance de cette doctrine, e que eu comecei a que j'ai commencé estudá-la, à l'étudier, parce que je suis né dans une famille catholique sans pour autant me considérer comme religieux, chaque jour qui passait, chaque expérience que je porção da vécue, ciência que foi sendo chaque portion de comprovada, science foi qui a été comprovando aquilo que eu prouvée, tinha et qui lido prouvait ce que j'ai lu, através de Kardec, Chico par l'intermédiaire de Xavier. Kardec et Chico Então a minha Xavier, fé foi se tornando cada vez mais ma robusta. foi est E hoje devenue eu chaque digo fois que plus eu sou espírita robuste. porque Et eu aujourd'hui, je dis realmente que je suis estou spirit convicto parce que que é je suis verdade. vraiment convaincu que E c'est nem la por vérité. isso, Et c'est pas amanhã pour... quando eu Et même acordar, à cause de eu não ça, vou questionar demain, se isso está certo ou quand não. je vais me réveiller, je ne vais pas me reposer la question si c'est Ser vrai ou médico pas. Être é médecin, ser parceiro, c'est être un é estar ao partenaire, lado e não c'est être acima. aux côtés et non É au-dessus. auxiliar com amor, C'est aider não avec com amour et prepotência. non avec É arrogance. estar consciente de que a C'est cura être é conscient atributo do de ce que enfermo. la guérison Et est non un du attribut du thérapeute. malade et non du É thérapeute. ser solidário, C'est être mas solidaire, acima de tudo mais par-dessus tout, é ser humano. c'est être humain. Muito obrigado. Je vous remercie pour votre attention. Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Voici arrivé à la séquence réservée aux activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg et en France. Mais voici tout d'abord un communiqué de l'Union Spirit Belge. L'Union Spirit Belge a besoin de bénévoles. Au-delà de l'aspect philosophique, la mise en pratique du spiritisme est le plus bel exemple qu'il a bien été compris. C'est pourquoi l'Union Spirit Belge souhaite réaliser différents projets et soutenir les associations qui, de par leur activité, viennent en aide à leurs prochains et participent ainsi à la réalisation d'un monde meilleur. Dans cette optique, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour soit soutenir directement nos projets, soit soutenir les projets des associations que nous parrainons. Dans la rubrique « Projets » de notre site Internet, vous trouverez tous les détails des projets en cours ou à venir de l'Union Spirit Belge ainsi qu'un lien de ou des associations parrainées. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Que vous soyez manuel ou intellectuel, que vous ayez 1 heure par semaine ou plus, que ça soit régulièrement ou occasionnellement, vous pouvez nous aider. À cette fin, vous trouverez un formulaire électronique que vous pouvez remplir. Formulaire candidature au bénévolat. Si par contre vous ne disposez pas de temps libre, vous pouvez toujours nous apporter votre soutien
via notre compte en précisant éventuellement le ou les projets que vous voulez soutenir. Le numéro de compte 142 06 284 64 26. Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. C'est ainsi, et depuis quelques années déjà, que la Fédération Spirit de la province de Liège en Belgique vient en aide aux plus démunis. Si vous souhaitez nous aider quelques heures le samedi lorsque vous êtes disponible, merci de contacter notre sœur Renée Body en formant depuis la Belgique le 04 342 17 19. Elle se fera un grand plaisir de vous expliquer ce que l'on attend de vous. Merci d'avance pour eux. Prochaine activité du Centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles. Pour rappel, tous les lundis, groupe de vibration collective ouvert au public, et ceci dès 19h30. Tous les mercredis à 19h30, permanence pour l'évangile au foyer. Le samedi 14 février 2015, le groupe de discussion des parents et le groupe des enfants auront ensemble, et ce dès 15h45, un projet social. Il y aura ensuite exposé des bas spirites, Jésus, Fils de Dieu, rapide historique, exemple à suivre, le pardon, évangile au foyer, soins et hygiène du foyer, et ceci dès 18h30. Causerie, cause actuelle des afflictions, chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme. Entrée libre et gratuite, 134 rue Louis App à 1040 Bruxelles. Téléphone 0491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. En France, l'association du chemin organise une conférence le samedi 14 février 2015 à 14h30 sur les mémoires de vie antérieures. Le parcours de vie d'Emmanuel. Le conférencier sera Charles Kempf, le premier secrétaire du Conseil Spirit International. Venez découvrir les différentes vies d'Emmanuel et comprendre les lois qui régissent la réincarnation à travers ce parcours exceptionnel à travers les siècles. Conférence Mémoire de vie antérieure. Le droit d'entrée est fixé à 9 €. Il comprend l'entrée plus une boisson. La réservation est obligatoire. Merci de contacter l'association par mail à l'adresse suivante asso.du.chemin@free.fr. La salle AEP, 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grézieux-la-Varenne. À Cluse. L'association La Source d'Espérance, dont le siège social se trouve au numéro 147 chemin Freinet à 74 300 Cluse, propose une conférence le samedi 14 février 2015 de 14h à 18h sur le thème de la psychogénéalogie. Celle-ci aura lieu à la cafétéria des Lacs, 368 avenue de Savoie à Bonneville. Pour renseignements complémentaires, merci de prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la France le 06 81 05 39 95 ou par courriel à l'adresse suivante la source d'espérance en un mot @free.fr. À Paris, Vincennes, l'association parisienne d'études spirites APES propose une conférence le vendredi 27 février de 20h à 22h30 sur la compréhension de la souffrance selon la vision spirite. Celle-ci nous rend-elle plus sereins face aux adversités de la vie? Pour renseignements complémentaires, merci de vous rendre directement sur le site de l'association à l'adresse suivante www.apes-asso.fr ou par courriel à l'adresse mail @apes-asso.fr ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités et communiqués de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale.
Ceci est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification spirite, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirit. Tous les membres du comité de rédaction de la revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirit elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal ou formulaire électronique sur le site http://www.revuespirit.org/ vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques quant aux changements apportés. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.